Ah, ça marche. Donc, grand entraînement, mais surtout aussi remise en perspective. Dans le fond, avant de traiter avec vous rapidement des sujets possibles, je voudrais remettre les choses en perspective. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire devant vous, et pour certaines et certains d'entre vous, avec vous, en TD, cette année? En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous montrer un trajet, un parcours, depuis la naissance, ou une des naissances, du point de vue sociologique, de l'interrogation sur le social, vers une pratique, qui n'est pas la pratique majoritaire, qui n'est pas la pratique la plus connue. Tout le monde ne fait pas du Jean Rouch. Ce que j'ai essayé de vous montrer, en fait, c'est une manière de s'enraciner dans la pratique sociale, dans la pratique, de l'étude du social, en l'occurrence Durkheim, Weber, Malinowski, Mauss, Jean Rouch, qui part de l'étonnement par rapport au phénomène collectif, au fait que nous produisons nos cadres de représentation, nous produisons nos manières de penser, de sentir, d'agir, en même temps qu'elles nous contraignent, que nous sommes produits par elles, nous les produisons en même temps qu'elles nous produisent. Et le premier réflexe de Durkheim pour étudier ça, pour étudier le collectif, l'âme collective, les manières de penser, de sentir et d'agir, c'est de considérer qu'elles sont externes à l'individu, qu'elles s'imposent à lui, et surtout que pour les étudier et les utiliser comme un outil pour changer la société, il faut ancrer la connaissance de la chose sociale dans une science de la nature, donc objectiver au maximum. À la fin du parcours, avec Jean Rouch, c'est le contraire. Celles et ceux qu'on observe, on leur demande de s'emparer de l'outil qu'on met à leur disposition pour écrire eux-mêmes sur l'outil film l'ethnographie dont ils sont l'objet. On a complètement retourné la perspective. En continuant cet étonnement sur la production collective, la genèse du social, la socio-genèse de tout, des manières de sentir, des manières de penser, des manières de rêver, des manières de se servir de son corps, des catégories de l'entendement humain, du crime, de l'action sociale normale, de la morale, de la manière d'enseigner, du paradigme scientifique, bref, partout où il y a du collectif qui agit sur la création collective, et partout, nous pouvons poser la même question de la bonne distance, le bon positionnement pour obtenir la compréhension la plus fine, la meilleure, et peut-être la plus utilisable socialement. Du social. J'attire votre attention sur le fait que, de cours en cours, et même de CM en CM, dans le fond, on a parcouru ensemble une bonne partie du spectre de la production sociale, en partant des manières de penser, en passant par les manières de sentir, d'agir, d'intégrer, de faire circuler les objets, d'animer le monde, de le peupler de symboles, en l'occurrence en ce qui concerne les maîtres fous, de faire culture, de faire religion en interprétant le donné de la vie quotidienne, le subi de la vie quotidienne en l'occurrence. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est en même temps que de multiplier les points de vue, suivre un cheminement dont la pièce maîtresse est Marcel Mauss. Celui qui nous dit l'étonnement, la grande interrogation d'Émile Durkheim et la rigueur de son positionnement sont légitimes si et seulement si on considère qu'un fait social est toujours en même temps
une représentation, c'est-à-dire quelque chose qui est produit par un être sensible et que je ne peux connaître moi-même qu'en entrant dans une relation intersubjective avec cet être sensible-là. Ça a été mis en musique sur des terrains par de nombreux ethnologues, anthropologues, sociologues, et peut-être que le continuateur, un des continuateurs les plus intéressants, ambitieux et fidèles, se trouve chez Jean Rouch, c'est-à-dire celui qui va pousser l'exigence de reconnaissance de l'altérité de l'autre et le respect de la théorie de l'autre dans la production de ses fonctions sociales. Il l'a poussé si loin qu'il a été amené à dire, dans le fond, je vais choisir un média dans lequel tout le monde peut écrire. Il n'y a pas besoin de savoir écrire des articles scientifiques en ethnographie spécialisée pour écrire dans mes films. J'apprends à connaître le terrain dans lequel je vais être, je m'y fais accepter, je fais accepter mon outil et je propose aux gens que je filme d'ethno-penser, d'ethno-montrer, de produire eux-mêmes dans le fond, de produire eux-mêmes la connaissance sur eux-mêmes. Une des étapes, et non des moindres, c'est celle qui est marquée par le travail de Bronislaw Malinowski, qui va nourrir d'ailleurs Marcel Mauss par l'ethnographie qui fait des sociétés trop briandaises, mais en fait, qui a aussi prodigieusement marqué l'histoire des sciences sociales en disant, dans le fond, le fait de rester parmi des populations qu'on observe et qu'on décrit n'est pas accidentel. C'est la condition sine qua non de pouvoir faire un bon travail. Je ne peux faire un bon questionnaire que dans la langue et d'une certaine manière dans le cadre de représentation, dans les manières de sentir des personnes que j'observe. En d'autres termes, il faut que je me débarrasse de mon questionnaire. Je ne dois pas venir sur le terrain avec mes hypothèses et mon questionnaire. Je dois venir sur le terrain avec l'appétit de rencontrer une altérité et de construire mes questionnements en fonction de cette altérité. Je m'excuse pour les dommages collatéraux, ça va être difficile parce qu'elle est plus loin que d'habitude. Pour l'instant, ça suffit. Mais, si vous me permettez de dire une grosse banalité, si oui, spacem para bellum, voilà mes armes de guerre. Vous êtes prévenus. Voilà, donc pour commencer, et c'était déjà inscrit dans le plan de l'année, ce que je vous proposais, c'était en quelque sorte un panorama de nos manières d'être là, d'être les uns aux autres et à l'échelle de la fréquentation, de produire la manière dont nous sentons le monde, dont nous avons une sensibilité, dont on se sert de notre corps, dont on fait évoluer les pratiques. J'ai fait exprès de vous rater, je ne voulais pas qu'il y ait blessure. Mais peut-être vous pourrez instaurer une tradition où les guerriers de votre tribu auront le droit de porter un bouclier en venant en classe. Oui, il faut voir, il faut être inventif. Moi, j'ai un bouclier invisible, parce que je suis derrière le micro. Le miroir incassable est toujours un de plus que toi, comme on disait quand j'étais petit dans la cour d'école. Ce qui est une formule magique, n'est-ce pas, qui ne signifie pas que je vous tutoie. J'étais tellement fatigué tout à l'heure que je disais à vos collègues, j'espère que des syndicalistes vont venir foutre le barouf, comme ça je pourrais me reposer une demi-heure. Mais en fait, je comptais sur vous. Voilà, parce que comme ça, ça meuble. Bon, donc le propos était de faire un panorama de l'expérience sensible que vous avez du monde, en essayant de comprendre comment les catégories sociales de l'entendement, l'usage du corps et toutes les fonctions qui nous paraissent, comment dire, étrangères à la vie sociale, comme par exemple l'activité économique, l'activité religieuse spécifique, procèdent en réalité profondément d'un travail social élémentaire.
Vous pouvez maintenant porter un regard curieux et interrogatif, mais peut-être le pouviez-vous déjà avant, mais j'espère que c'est un petit peu enrichi, aussi bien sur votre manière de passer votre main dans vos cheveux, sur le choix des couleurs de vos habits, sur l'odeur que vous déployez qui gêne, incommode ou au contraire plaît énormément à vos voisins et voisines, sur vos idées, la rapidité avec laquelle les représentations changent, la manière dont se produisent les représentations, les manières dont on peut considérer les choses à plusieurs niveaux. Par exemple, est-ce qu'un crime est un fait social normal ou pathologique? Comment est-ce qu'il se construit? Comment est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment des crimes qui sont en pleine négociation? Des choses où on ne sait pas. Je citais par exemple l'affaire Quatennens. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur l'affaire de l'enseignant qui est accusé d'avoir abusé sexuellement d'étudiantes, je crois, je ne connais pas bien l'affaire, mais M. Augernès, probablement Augernès. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à l'intérieur de la communauté enseignante, ça crée là aussi des crises aussi fortes que l'affaire Quatennens dans mes campagnes. C'est-à-dire, on ne sait pas du tout comment se positionner à l'intérieur de ce corps-là. Il n'y a pas du tout d'avis définitif. Il y a au contraire des gens qui disent « mais enfin ça va pas ou quoi, il a été blanchi, il faut le laisser, c'est insupportable, il faut exclure les étudiants qui sont intervenus dans sa classe, il faut les virer ». Et inversement, il y a d'autres gens qui disent « mais espèce de fasciste, t'empêches les gens de s'exprimer, tu déploies une violence symbolique fabuleuse par rapport aux gens qui essayent de défendre les victimes, etc. » Donc là, c'est un débat auquel j'ai assisté. Moi, je me garde bien d'y participer parce que je ne fais pas partie du corps enseignant ici. Moi, je suis là pour rire. Série, dernière leçon. Alors, vous aurez donc le jour de l'examen 2 blocs de questions, chacun sur 10 points. Il y aura quelque chose comme 8 questions, 4 en socio, 4 en ethno, et vous en choisissez une de chaque. Donc en tout, vous ne traitez que 2 sujets. D'accord? 2 questions, pas plus. Ça ne sert à rien d'essayer d'en traiter 8 parce que vous les connaissez tous un peu mal. Vous n'aurez pas une bonne note en faisant ça. Alors, je dis ça parce qu'on a le cas chaque année de gens qui tentent un truc, puis tentent un autre, puis tentent un troisième. Si vraiment vous savez rien, mettez-moi un poème. Enfin, c'est pas un truc agréable, quoi. Bon. Mais surtout, en réalité, ne vous braquez pas, ne vous bloquez pas. Il y a des sujets faits pour vous, si vous avez vraiment aucune bille. D'abord, il y a plein de sujets exprès pour qu'il y ait peut-être un sujet sur lequel vous ayez des billes. Deuxièmement, il y aura des sujets, par exemple en sociaux, qui vont vous dire identifier, décrivez, analyser une technique du corps qui a évolué récemment. Identifier, décrivez, analyser une manière de positionner son corps, par exemple, qui a changé à l'occasion de la Covid. Travailler sur une manière de penser qui a changé à l'occasion du confinement. Je prends ça des sujets de l'an dernier, des choses comme ça. Sur quoi on pourrait travailler qui soit plus proche de nous? Ben, je ne vais pas vous le dire parce que justement, ce sera les sujets de vendredi 13. Mais je vous le dis presque là. Donc, typiquement, sachez très bien ce que c'est qu'un fait social, un fait social total, une technique du corps, une catégorie élémentaire de l'entendement social. Connaissez bien au moins, dans chacune de ces notions, une définition pour être capable de l'appliquer à un fait qu'on va vous suggérer ou que vous allez identifier par vous-même. Et sur ce que c'est qu'un fait social, il faut savoir quand même que c'est une manière de penser, de sentir et d'agir externe à l'individu et qui s'impose à lui, et savoir qu'on distingue entre fait social et fait pathologique, que le crime est un fait social normal, parce qu'il décrit la sanction et pas l'acte. Voilà. Savoir ce que c'est qu'un idéal type, c'est-à-dire un mode d'intelligibilité du réel. Un fait social total, c'est-à-dire un fait social qui exprime en une fois la totalité des institutions d'une société. Ah oui, il y a un dernier piège. Dans les sujets, il y a le mot heuristique. Heuristique. H-E-U-R-I-S-T-I-Q-U-E. Heuristique. C'est-à-dire heuristique, c'est qui a trait au mode de production des connaissances. D'accord? Il faut juste que vous sachiez ça parce que sinon il y a un bout du sujet que vous n'allez pas comprendre. Alors,
Identifier, décrivez, analyser une manière de sentir ou une manière d'agir. Qui en choisit quoi? Agir ou sentir? Qu'est-ce que vous préférez? Sentir? Une manière de sentir externe à l'individu et qui s'impose à lui. L'angoisse de la privation du téléphone portable. Sans rire. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai pour vous, mais j'ai vu ça à l'œuvre sur des gens un peu plus jeunes que vous. Vous leur prenez leur téléphone pour plusieurs heures. Cette angoisse-là est typiquement une manière de sentir externe à l'individu et qui s'impose à lui. Plus simplement, si je sortais un FAMAS ou une Kalachnikov devant vous ou un AK-47, cela déclencherait probablement quelque chose comme un frisson. Nous pouvons assez fermement en faire l'hypothèse, n'est-ce pas? Vous auriez même peur. Il est même probable que vos sens saisis par cette vision d'horreur provoquent chez vous quelques tremblements, sueur froide, enfin marque physique et sensible d'une peur légitime. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas d'arme. J'ai une très très dangereuse cigarette électronique. Le premier qui bouge, je lui pchite dessus. Tout à l'heure, je vais retourner gare Montparnasse. Et je vais croiser des bataillons, je ne sais pas si ce n'est pas des chasseurs alpins, ils ont souvent un béret comme ça, de gens avec des FAMAS qui marchent comme ça. Et vous savez quoi? Je ne vais même pas les voir. Peut-être même je vais en bousculer un parce que je n'aurai pas le passage pour passer avec mon vélo et que de l'autre côté il y aura un monsieur avec un couffin et je ne vais pas vouloir bousculer le bébé, je vais plutôt bousculer le FAMAS. Vous voyez? Ça, c'est un changement de manière de sentir. Voilà. Ce que mes sens perçoivent à cet endroit-là n'est même pas noté. C'est même pas noté. Il y a une arme de guerre à 1 cm sur mon épaule et je m'en fous. Ça n'existe plus. Vous voyez? Ça, c'est une manière de sentir. Tant que c'est encore pensé, on peut le classer dans la manière de penser. On pourrait aussi observer les manières d'agir. Est-ce qu'on s'écarte? Est-ce qu'on ne s'écarte pas? Est-ce qu'on dit « Bonjour mon caporal » ou qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'on dit « Mort, vache, mort, condé, vive les enfants de Cayenne » ou est-ce qu'on dit « J'emmerde les gendarmes, ok, ok ». Mais peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est la donnée de la perception. Qu'est-ce que je ressens? Et en l'occurrence, c'est même pas telle ou telle émotion, c'est littéralement cette donnée de la perception est rangée dans le quotidien, le commun. Bon, je vous avoue qu'il n'y a que quand je viens à Paris que je vois des gens avec des armes de guerre et que je trouve ça normal. Enfin, le plan Vigipirate n'est pas qu'à Paris, il faut rendre à César ce qui est à... Bref. Donc là, qu'est-ce qu'il s'agirait de faire sur un sujet pareil? Décrire ce que c'est qu'une manière de sentir en tant que fait social, décrire le fait, décrire pourquoi le fait peut s'y rapporter, et dans quel contexte faire quelques hypothèses pour expliquer comment cette manière de penser, extérieure à l'individu, a pu s'imposer aux individus. Comment s'est développée la puissance coercitive. Et quelles sont, marques du fait social, les conséquences du fait qu'on s'en détache. Voilà. Si je fais une crise de nerfs, que je hurle d'angoisse en voyant l'arme de guerre, en criant « Des armes à l'assassin !» je ne pourrais plus venir en gare, par exemple. Donc je ne pourrais plus venir vous enseigner, donc etc., etc., etc. S'il y avait incidemment une question sur dans les techniques du corps, je sais que vous sauriez répondre, c'est assez facile d'identifier une technique du corps. Notamment avec le Covid, c'est comme hyper facile. S'il y a des questions sur les manières de penser, je vous conseillerais de regarder la principale entreprise de diffusion de manières de penser. Je ne dis pas la plus efficace, il y en a plein d'autres qui sont beaucoup plus sociogénétiques, mais
Regardez la production médiatique. Vous focalisez votre attention sur les productions de contenu sur BFM, LCI, LCP, C8, CNews, vous savez, les chaînes de télé, que quand on les allume, ça fait... Ça, là. Arabe, fonctionnaire. En gros. Pardon ? Qu'est-ce que... Bref, quand vous allumez ces trucs-là, je ne sais pas si vous avez envie de vous faire un lavage de cerveau. Regardez, France Info, même France Info. Surtout France Info. Une idéologie de fer dans un gant de velours râpeux. J'écoutais hier, franchement, ça m'horripilait, c'était insupportable. À cause du ton parfaitement normal utilisé sur cette chaîne. Quelque chose qui consistait à dire qu'il y a une vraie manière de penser. Les bronchiolites, les grippes et les Covid, coupables, sous-entendu, pour l'instant pas coupables, pardon, les bronchiolites, les grippes, encombrent le système de santé. Vous êtes donc coupable d'être malade, et ça fait qu'il y en a trop, et que le système de santé ne peut plus suivre. Donc, là, ce qui est dit, c'est la population doit être à la hauteur de son système de santé, et elle est la variable d'ajustement. La pénurie est la donnée fixe, la pénurie de soignants et de lieux pour soigner. C'est ça la donnée fixe. La variable, c'est vous. Et c'est votre bon comportement. En d'autres termes, c'est le niveau de participation volontaire à la biopolitique proposée par le gouvernement. Biopolitique, c'est-à-dire politique de gestion des corps. Il n'y a rien de méchant à ça. Hein. Enfin si, mais... Et donc vous êtes devenu la variable. Voilà. Alors ça, c'est une manière de penser qui s'est prodigieusement transformée. Le coupable, c'est les personnes qui ne participent pas gentiment et très volontairement à l'effort de biopolitique, et non, par exemple, le gouvernement qui n'a pas doté la structure au niveau du besoin. Il y aurait des liens qui seraient intéressants à faire. Vous savez, il y a de plus en plus de métiers dont on dit qu'ils ont du mal à recruter. Les métiers du soin, les métiers de l'éducation nationale. J'ai appris récemment que... j'ai honte, en lisant le Figaro.fr, j'allais quand même pas payer. J'ai appris récemment que, dans un article, ils avaient du mal maintenant à recruter des agents, vous savez comment on appelle ça à la banque, oui, des conseillers, c'est ça, les gens qui sont en première ligne. Et ce qui est assez marrant, c'est que, d'une certaine manière, vous avez là des postes qui, de manière très différente, participent au maintien de l'ordre social, à travers l'éducation, à travers les politiques sanitaires et à travers la banque, qui est une sacrée fonction de maintien de l'ordre social, pour le coup. Et en fait, les gens qui sont directement en contact du public veulent plus y aller, quoi. Veulent plus y aller. C'est-à-dire que l'ordre est tellement difficile à imposer, ça devient de plus en plus difficile de le légitimer que d'une certaine manière, les compensations financières ne sont plus du tout assez élevées pour faire accepter la nature du travail. Il se peut aussi que les conditions de management soient épouvantables dans les trois institutions, c'est sûr. Dans les trois types d'institutions. Bon, mais je m'égare. Bon. Puis je me venge sur mon banquier parce qu'il a appelé il y a 21 minutes. Alors que je lui avais dit à 15h15.
Non, sur Weber, si je vous propose un sujet, ce ne sera pas difficile du tout. Ce sera sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, puisque c'est le seul qu'on ait vu en CM. Il n'y aura pas de sujet sur le désenchantement du monde et sur la science comme vocation. Il n'y aura pas de sujet sur économie et société. Et donc ça sera vraiment une question qui mettra en relation ce que Weber identifie comme ce qui a nourri l'esprit du capitalisme venant de l'éthique protestante, à savoir essentiellement le métier comme vocation dans le luthérianisme, la doctrine de la prédestination dans le calvinisme et la désacralisation du travail, de l'honneur, du temps, du crédit, on pourrait dire, au profit d'une sacralisation de l'argent. Et voilà, questionner l'actualité de ces éléments identifiés par Max Weber, de ces ingrédients protestants identifiés par Max Weber, identifier l'actualité dans le capitalisme contemporain. Alors, il y a eu un grand débat, je vous le dis de manière très transparente, il y a eu un grand débat entre les membres de l'équipe, les chargés de TD, certains ayant largement abordé ce sujet-là avec vous, d'autres ne l'ayant pas du tout fait. Donc on a maintenu la question pour celles et ceux qui l'ont beaucoup travaillé, tout en sachant qu'on a mis d'autres questions sur d'autres sujets pour celles et ceux qui n'ont pas eu suffisamment d'apport sur le sujet. Sur Mauss. C'est un peu ingrat sur Mauss, mais je ne pouvais pas faire comme si vous ayez eu un semestre entier sur lui. J'aurais aimé vraiment vous le présenter comme un pivot et comme le fondateur d'une méthodologie encore inspirante et appliquée chez les chercheurs de cette institution-là, ici, chercheurs et chercheuses. Donc, pour l'essentiel, dans le volet sociologie, vous êtes susceptible d'être interrogé sur qu'est-ce que c'est qu'un fait social total. Et sur le volet ethnologie, être interrogé sur des faits rapportés dans l'essai sur le don. Alors ensuite, il peut y avoir des variations en sociologie sur le fait social total. On peut interroger plus en particulier les techniques du corps, les catégories sociales de l'entendement humain, tout ce qu'on a pu voir avec Marcel Mauss. Et en ethnologie, ça peut être une question sur la Kula, sur le potlatch, sur les systèmes d'échange dons chez les Samoans, sur la triple obligation, donner, recevoir, rendre. Donc bossez votre Mauss, c'est bien. Puis de toute façon, c'est utile. S'il y a une question, par exemple, sur qu'est-ce que c'est qu'un fait social total, 2 niveaux de réponse et 2 niveaux de notes qui vont avec. Premier niveau de réponse, un fait social total est un fait social, entre parenthèses, manière de penser, de sentir et d'agir externe à l'individu et qui s'impose à lui, qui exprime en même temps toutes les institutions d'une société. Le concept a été développé par Marcel Mauss pour décrire essentiellement au départ des cérémonies religieuses qui manifestaient en même temps toutes les institutions d'une société. D'accord ? Par exemple, institutions esthétiques, juridiques, religieuses, politiques, diplomatiques, économiques, morales, etc., etc. Militaires, pourquoi pas, tout exprimé en même temps.
Premier niveau de compréhension, première note, c'est correct. Et je veux pas de Marcel Mauss est né ici à telle date, je veux pas. Encore moins de Durkheim est né à Épinal. Non. Voilà, exactement, on s'en fout totalement. Quant à les premières années de la vie de Malinowski dans une station de ski polonaise, je ne veux pas en entendre parler non plus. À la rigueur, si quelqu'un d'extrêmement érudit me raconte sa relation avec Witkiewicz, l'auteur immortel d'Insatiabilité, un vrai amateur de littérature polonaise, alors je ferai une exception à la règle et je trouverai ça intéressant parce qu'il se trouve que ça me passionne. C'est parti d'un amour immodéré pour Czesław Miłosz, mais ça serait un autre cours. Donc, vous ne parlez pas de leur vie, mais premier niveau de compréhension, c'est ça. Voilà ce que c'est qu'un fait social total. Mais qu'est-ce que ça implique? En fait, ça implique une révolution copernicienne, absolue par rapport à une perspective durkheimienne. Un fait social total est un fait qui ne peut être produit en tant que fait social total que par une sensibilité et la somme des sensibilités en train de regarder un fait. Pourquoi? Parce que quand on dit toutes les facettes de la société se manifestent en même temps, elles se manifestent en même temps parce que le regard qui les regarde est capable de toutes les déceler, est capable de voir les traces, est capable de les faire résonner avec la totalité d'un social incorporé. C'est parce que ce sont des individus sensibles, des individus sociaux sensibles qui perçoivent tel ou tel fait social total, que ce fait social total devient un fait social total. Ça, si je le montre à un Français du IVe siècle, il n'y avait pas de Français, si je le montre à quelqu'un de Tolbiac au IVe siècle, et dit, tiens, ça c'est un machin, est-ce que ça se mange? Vous pouvez y lire la quasi-totalité de l'existence sociale parce que vous avez fait cette synthèse en vous-même. Vous y voyez le coltan qui a nécessité d'exploiter des enfants dans des mines. Vous y voyez la possibilité pour le banquier d'appeler n'importe quand. Vous y voyez des SMS, des jeux, tel ou tel type de fabrique, le fait qu'on ait complètement déformé notre sensibilité, notre manière d'utiliser notre pouce. Vous y voyez tout cela, sans même y penser, immédiatement. C'est une donnée du sensible commun. Une donnée du sensible en commun. Ou une donnée commune du sensible. J'avais donné l'exemple d'une bouteille d'eau, mais on peut prendre n'importe quoi. Vous pouvez lire la société occidentale contemporaine dans cet horrible carton avec un tas de craie dedans. La valeur donnée à l'enseignement supérieur en France aujourd'hui, les gammes colorimétriques prisées par les enseignants dans cette époque bizarre, des lieux de fabrication du carton et du scotch différentes, avec des normes sanitaires différentes, etc. Les rapports au beau, au propre, au neuf. Vous pouvez tirer uniquement si et seulement si tout cela prend sens dans l'ensemble de significations sociales que vous avez incorporées et structurées au fur et à mesure de votre vie et que vous produisez. C'est avec Mauss qu'on comprend que il faut aller plus loin que la formule durkheimienne du coercitif. Le social produit des actions et est produit par ces actions. Vous incorporez du social sans arrêt, il vous influence très fortement, c'est très difficile de lui résister, mais il n'existe par ailleurs en temps réel que parce que vous le produisez. D'accord ? Et le fait que vous l'incorporiez et le restituez sans cesse, j'apprends des règles, je procède selon les règles, j'apprends des règles, je procède selon les règles, j'apprends des manières de faire, je procède selon les manières de faire, sans arrêt, inconsciemment, j'apprends des nouvelles manières de dire. Par exemple, j'ai reçu, excusez-moi, ça va dénoncer, un mail d'une étudiante avec des copies, et il y a le nom de l'étudiante, mais son nom de mail, c'est bip bip PTDR. Je ne peux pas, à moins que ce soit un nom de famille que je ne connaisse pas, peut-être croate, à mon avis, dans PTDR, ça c'est des manières de penser, de faire. Je rassure tout de suite l'étudiante en question, si elle est là, je m'en moque totalement, ça n'a aucune forme d'importance. Mais il y a 30 ans, ça n'aurait aucune chance d'arriver, d'abord parce qu'on n'envoyait pas des mails à ses enseignants, et surtout on ne mettait pas PTDR en s'adressant à un enseignant. Bon.
avec Mauss, on comprend que, ce qui sera largement, comment dire, formalisé, structuré, théorisé par Bourdieu, on comprend que il y a sans arrêt un petit principe de désordre à l'œuvre dans la sociogenèse. On n'arrête pas de manger du code et de rendre du code, mais à chaque fois on le déforme un petit peu. Le social n'existe que parce qu'une somme d'individus, et de groupes d'ailleurs, qui fonctionnent comme des corps interprétants, n'arrête pas d'incorporer le social et de le restituer, de le produire. En fait, c'est comme si on apprenait des pièces de théâtre et qu'on les jouait, en changeant toujours un petit bout. Et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Nous sommes des animaux incorporant des manières de sentir, d'agir, de penser, d'intégrer. Passons notre temps à intégrer cela, à les restituer, mais un petit peu à côté, un petit peu à côté, un petit peu à côté, un petit peu à côté. Et donc, le social est une matrice qui produit des comportements et simultanément qui est produit toujours un petit peu à côté d'elle-même. Vous voyez ? En gros, c'est un petit peu comme si, se prenant pour Galilée, Mauss s'était retourné vers Durkheim et lui avait dit « Et pourtant, elle tourne !» Alors que l'autre, il était là « Le social détermine, sauf dans des moments de crise qui s'appellent les moments d'anomie, et donc si je... » Je dis non, non, le fait social normal ne peut jamais être reproduit totalement à l'identique parce qu'il est le fruit d'une synthèse interne réalisée par un individu. Donc, je n'ai aucune chance de comprendre un fait social, de le comprendre réellement, donc de le connaître pertinemment, profondément, si je n'ai pas conscience qu'il est le produit d'une somme d'intersubjectivité que je ne peux appréhender qu'avec ma subjectivité, qu'avec une approche critique de la manière dont, par ce biais, j'influence le déroulé, le fonctionnement, le but de la recherche. En d'autres termes, la sociologie ne peut pas se déployer en se débarrassant du sensible, ça n'est pas vrai. Voilà le nouvel objet qu'a fourni Marcel Mauss. Et Jean Rouch propose une superbe manière de mettre ça en pratique. En disant, ben voilà, mon boulot, en fait, moi, c'est de rapetasser, de modeler suffisamment ma sensibilité pour qu'on accepte mes questions. Une fois qu'on a accepté mes questions, je tends la page blanche et allez-y. Si vous voulez écrire votre ethnographie, faites-la. Je sais désormais que je produirai un résultat plus intéressant, plus vif, plus intelligent si je me tais. En d'autres termes, si par exemple je ne pollue pas de théories qui précèdent l'examen et qui s'expriment dans des questionnaires ou dans des buts de la recherche, les résultats de la recherche. C'est pourquoi, quand vous regardez Les Maîtres Fous, il y a à peine une hypothèse sur une conséquence de la pratique à la fin. C'est pourquoi, quand vous regardez Yenendi, Les Hommes qui font la pluie, il n'y a pas d'hypothèse formulée sur la fonction sociale à l'œuvre. On a complètement dépassé la phase du fonctionnalisme malinowskien, par exemple. Je vois, c'est l'heure ? Non, pas du tout. Bah alors... Justement, sur Malinowski, je ne sais pas si vous aurez, par exemple, si je le sais très bien, mais je fais semblant, une question facile du genre « À quoi sert la poula ?» Selon Malinowski, là vous avez une liste de choses très simples. Voilà. Ou bien quelque chose de peut-être beaucoup plus intéressant sur la portée heuristique, sensible, pratique du changement de méthode proposé par Malinowski, proposé, enfin surtout développé en réalité, peut-être même un peu par défaut, et qui ouvre la porte à l'observation participante. Qu'est-ce que ça implique? Quel progrès il a amené? Quel approfondissement? Du recueil et de l'interprétation de la donnée sociale, il a apporté.
Sur les Tupinamba. À partir du texte d'Alfred Métro et du film Comme il était bon mon petit français, que vous aurez tous vu et lu d'ici le jour de l'examen. Sans quoi, je vais aller prier les Aoka de Tolbiac, qui sont très puissants, de me venger de votre absence d'engagement vis-à-vis de vos devoirs absolus quant aux cours sociologie et ethnologie. Je les entends déjà. J'entends leurs énormes canines à broyer les jeunesses qui se manifestent et qui me disent « S'ils commencent à rien glander, on les vire !» Comme d'habitude. Parce que ce que vous ne savez pas encore, c'est que chaque année, il y a la moitié de l'amphi qui disparaît. Et que c'est la sélection sociale la plus dégueulasse qui puisse être, la plus discrète. Ceux qui n'ont pas le capital social et le capital économique et culturel vont partir. Dans cette espèce d'ambiance bon enfant. Voilà. Parce que vous refusez de regarder ces films super et ces textes magnifiques qu'on vous propose, et surtout de bosser autant que faire se peut. Je sais bien que c'est pas facile, mais c'est votre chance de faire fructifier ce temps passé là. Et il me semble que c'est mon devoir de vous le dire. Pour ce qui concerne les Tupinamba, après avoir vu et lu les documents à votre disposition, il faut être prêt à répondre typiquement à la même question que tout à l'heure. À quoi sert l'anthropophagie? Ou à quoi sert l'anthropophagie rituelle? Ou à quoi sert la description de l'anthropophagie aux envahisseurs? À quoi sert? Quelle est la fonction sociale? Comment est utilisée par le groupe telle ou telle chose? Ou des questions relatives, en fait, à ce que j'ai essayé de mettre en avant dans le cours, c'est-à-dire comment, en réalité, on a affaire à un groupe à l'intérieur duquel la guerre fait partie d'une pratique d'intégration, fait partie d'une pratique qui ne peut être complétée qu'avec des semblables, qu'avec des gens relevant d'une unité culturelle et linguistique et de valeurs. Donc travailler en fait sur cette espèce de relation étrange dans laquelle l'ennemi doit absolument être insemblable et dans lequel on maintient ensemble le même et le différent. Mais vraiment, ce que j'aimerais que vous reteniez du cours, c'est une formule, ça va être marketing, c'est aller de Jean Deléry à Jean Rouch. C'est ce parcours-là qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on part de quelqu'un qui essaye de bonne foi de rendre des comptes sur des pratiques extraordinaires dans un lieu lointain, à quelqu'un qui prête sa caméra à l'autre pour qu'il écrive sa culture. Voilà. Ce changement de manière de penser. Quand on trace une flèche comme ça, on a toujours l'impression que c'est un progrès et un succès. Pas du tout, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que c'est une voie possible, qu'elle s'est largement exprimée ici, qu'elle s'exprime encore par exemple dans la revue Socio-Anthropologie, publiée par des gens qui ont travaillé dans cette institution, qui y travaillent. C'est pas du tout une manière de faire dominante. On ne peut pas enfermer des gens dans des chiffres, on ne peut pas rendre rentable une connaissance produite à la Jean Rouch. Comment vous voulez le vendre? L'administrateur de Gold Coast, ce qui est le Ghana actuel, il ne veut pas du tout essayer de comprendre la cérémonie du Aoka, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, il veut savoir de combien il peut baisser le salaire des ouvriers pour pouvoir faire plus de ponts avec moins de saucisses. C'est ça qui l'intéresse. Encore aujourd'hui. Ce qui intéresse les gens, c'est quel est le niveau d'acceptabilité de quel est le levier d'action pour faire entrer, quelle est la manière de faire acheter plus de... C'est ça qui intéresse les commanditaires. C'est ça qui intéresse l'État.
Un film de Jean Rouch n'apporte rien de ce point de vue-là. Et pourtant, il montre quelque chose de formidable, qui est une manière de se réhabiliter soi-même, à minima à faire culture et à interpréter soi-même la signification des dominations qu'on est en train de subir. On voit en live des gens inventer et tâtonner une religion. Voilà. C'est trivial, c'est rigolo, c'est marrant, c'est... On les voit se donner le droit eux-mêmes d'énoncer l'interdit suprême et comment est-ce qu'on le transgresse. Vous voyez, dans le fond, maintenant qu'on a un petit peu fait le tour, j'aimerais vraiment revenir sur cette histoire de formule du cours et vous montrer le chemin d'une observation itinérante par des voyageurs, des gens qui sont presque au maximum de la situation d'étrangeté par rapport à ce qu'on observe, à une situation d'observation invitante qui ne peut exister que si la personne observée participe pleinement. En passant par différentes étapes, où on peut voir en quelque sorte Mauss produire la théorie et Malinowski la pratique, et où dans le fond il ne faudrait pas mal comprendre Durkheim. Durkheim n'est pas quelqu'un qui veut mettre les gens dans des petites boîtes et faire de l'ingénierie sociale. Si, un peu, si aussi, mais pas que ça. Ce qu'il est primitivement, c'est un homme qui est horrifié, scandalisé par la réalité sociale de son temps, qui ne s'explique, il se dit que ces machines économiques et industrielles ne peuvent broyer autant de vie que parce que les fonctions principales d'intégration de cette société-là se sont effondrées, et qui cherche par tout moyen à créer une contribution solide à restaurer les sociétés dans lesquelles il vit. Il part d'une posture d'indignation. Seulement, il pense que ses méthodes sont meilleures que celles de son ami Jaurès. Son pote, hein, mais il pense que ses méthodes à lui sont meilleures. Pas parce qu'elles sont scientifiques, pas uniquement parce qu'elles sont scientifiques. Parce que la science donnera de l'autorité à ses résultats d'un côté, et que de l'autre, il pense qu'il est capable d'identifier à la fois les maux et les bons remèdes. Mais ce qui est premier chez Durkheim, et ce qui est d'une certaine manière sa découverte, avec laquelle il entretient quelque chose comme un rapport discret et mystique, c'est le fait qu'il y a du collectif. Il y a entre nous, lui il va parler d'âme collective, il y a entre nous quelque chose qui agit, qui est un sujet en dehors de nous, qui nous traverse, que nous produisons, mais qui agit essentiellement en dehors de nous. Donc on pourrait presque toucher, une espèce de fluide, qui fait qu'une foule n'agit pas comme un individu, et qu'elle peut mener des individus à faire des choses qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Qui amène des individus à être structurés par des sommes d'impensés qu'ils pensent exister de toute éternité, d'ailleurs, si on les questionne, et qui en fait sont renouvelés sans cesse, sans qu'on sache réellement où ces logiques souterraines de l'action sociale sont travaillées. Vous voyez ? C'est vraiment apercevoir quelque chose comme de l'âme et de la vie des collectifs, comme quelque chose d'autonome, comme quelque chose d'extrêmement puissant et qui pourtant échappe au regard. La statistique à cet endroit-là a deux rôles. D'abord, tiens, voilà à quoi ça sert la statistique. Il m'arrive d'être pollué quand je regarde YouTube par des petites pubs, des petites vidéos, enfin je ne sais pas exactement le statut du truc. Vous savez, alors c'est une pub pour une chaîne où on voit un film, et il y a un bonhomme vert en train de fumer une clope ou un cigare, ou de montrer qu'il est en train d'être tranquille, et à un moment donné, il arrête le film et il vous montre à quel moment il y a des bonhommes verts en fait dans l'image qu'on a effacés. Vous voyez, ces genres de montage sur fond vert. Voilà. Le social, c'est ça. Parce que Durkheim arrive et dit « Regardez, il y a plein de petits hommes verts en train de faire le social. » Vous voyez ? C'est exactement le geste qu'il fait. C'est pas quelque chose de totalement purement rationnel. Il a une espèce d'émotion dans la découverte de cette espèce de puissance sociale qu'il veut comprendre.
Et pour le faire comprendre, pour faire apparaître les petits hommes verts, on change le code. On utilise la stat. La stat fait apparaître des variations concomitantes, fait apparaître des mouvements qu'on n'aurait pas soupçonnés. Tout à l'heure, il y a une question en TD sur une espèce d'approche très frigorifique, très froide du suicide. C'est pas ça la question. Il ne s'agit pas de nier la sensibilité des uns et des autres. Il s'agit de dire, tenez, regardez, c'est étrange. De manière systématique, dans certains types de sociétés, quand un boom économique, des bonnes nouvelles se produisent, le taux de suicide explose. Et c'est récurrent, et on peut le vérifier. Il y a donc une relation de cause à effet entre l'un et l'autre. Posons-nous là. J'ai pas envie de vous objectiver, enfin un petit peu, mais c'est pas ça. Nous avons un problème, les copains. Nous sommes en train d'être agis collectivement par des forces que nous produisons sans les connaître et les comprendre. D'accord ? Bon, il s'arrête un peu là. Et d'ailleurs, moi aussi. Donc je vous souhaite de bons examens, de bonnes vacances, joyeux Noël et à la prochaine.